Aujourd'hui, vous allez découvrir l'histoire de la Transat Jacques Vabre et comprendre ce que vivent les coureurs à la voile qui se lancent dans ce défi extrême, voire mortel. Et cette course n'a rien d'une croisière du dimanche, elle a tanné le cuir de pas mal de marins et de marines, elle a coulé un paquet de bateaux et même fait mourir un de ses vainqueurs. La particularité de cette compétition à travers l'Atlantique, c'est son obsession pour le chiffre 2. Elle a lieu tous les 2 ans, c'est une course en équipage 2-2 et elle a été créée pour remplacer une course qui s'appelait la Transat en double. Et du coup pour la première édition, ils ont fait la course en solitaire, me demandez pas pourquoi. C'est à partir de la deuxième édition, comme par hasard encore un 2, que les équipages reviennent à des duos. Ce qui est intéressant sur un format à 2, c'est que la course devient une sorte de super solitaire. Quand il y en a un qui barre, l'autre peut dormir, et ça fait que les capacités du bateau sont exploitées à leur maximum 100% du temps. L'idée à l'origine de la course, c'était de lier la France aux pays producteurs de café de l'Amérique du Sud, et au fil des années, le parcours s'est baladé parfois au Brésil, parfois en Colombie ou au Costa Rica, et maintenant, les compétiteurs arrivent en Martinique. Alors à ce sujet, dites-moi si c'est moi qui suis à la masse, mais 1, j'ai découvert qu'en Martinique, en plus du rhum, on n'est pas trop mauvais en production de café, et 2, pour moi, Jacques Vabre, c'était des crèmes pour la peau ou du shampoing. Voilà, maintenant entre nous, qui boit du gringo le matin? Avant de vous montrer pourquoi cette course est particulièrement extrême pour les navigateurs, je vais vous donner un peu de contexte. Rassurez-vous les non-experts en course au large, vous allez entendre parler de classe 40, d'ultime, d'IMOCA. Ne vous inquiétez pas, sur cette chaîne le but c'est que tout le monde puisse comprendre le monde de la mer. Alors en effet, c'est une course où plusieurs catégories de bateaux s'affrontent avec des écarts de vitesse qui vont du simple au double, et c'est comme si on mettait des kartings et des Formule 1 sur le même circuit. Du côté des bateaux accessibles, on a ce qu'on appelle les classes 40. Qui font 40 pieds, ça fait environ 12 mètres, et des bateaux comme ça peut avancer à 20 nœuds. D'un point de vue tarif, l'ordre de grandeur c'est 500 000 €, et du côté super technologique, on a les ultimes qui font 32 mètres de long et volent au-dessus de l'eau avec des foils. Ils filent à 40 nœuds poussés par le vent, c'est complètement dingue, et forcément cet exploit technologique a un coût, on parle d'ordre de grandeur à 10 millions d'euros, et entre les deux on a les IMOCA qui sont populaires parce que c'est les voiliers du Vendée Globe, et les Ocean 50 qui sont des trimarans plus petits que les ultimes. Et pour éviter que les ultimes terminent la course en 5 jours et que les classes 40 mettent 2 semaines, chaque catégorie a un parcours plus ou moins long en fonction de la performance de ces bateaux. Comme ça, tout le monde arrive à peu près en même temps, modulo la casse, modulo la météo, la fatigue, etc., etc. La première édition de 1993 a été remportée par Paul Vatine en multicoque, et lui, retenez bien son nom, parce que malheureusement, je vais vous en reparler dans un instant. Sur cette première édition, il y a eu un naufrage qui, heureusement, n'a pas fait de mort, ou plutôt de morte. Marie Sergent était seule à bord, rappelez-vous, année 1, année solo, et heureusement, elle va être récupérée par un cargo. Et alors ça, c'est important de l'avoir en tête. En fait, la course à la voile, nous, ça nous fait rêver depuis notre canapé, mais plus je regarde des films, plus je lis des bouquins là-dessus, je vous recommande cette merveille au passage, et plus je me rends compte que ces navigateurs pratiquent un sport extrême. Un sport extrême où ils dorment quasiment pas pendant des semaines, un sport extrême où ils traversent des tempêtes monumentales en se demandant si la structure du bateau va tenir, et ils terminent parfois le tour du monde en ayant rafistolé leur coque avec les moyens du bord pour ne pas couler. Chez ces navigateurs, il y a clairement une ténacité et une capacité à ne rien lâcher qui impose le respect. Avec du recul, voir un marin rentrer d'une course, on se rend pas compte, mais c'est un exploit à chaque fois. Et d'ailleurs, il ne rentre malheureusement pas à chaque fois. Et en 1999, le fameux gagnant de la première édition, Paul Vatine, va disparaître, littéralement. Combien vous êtes? Polo est parti. T'es tout seul. Y'a des cargos. Un avion arrive. Il était en double avec Jean Morel, qui va être sauvé par l'équipage du trimaran la Trinitaine. Et d'ailleurs, si vous avez prévu d'aller assister au départ de la course au Havre, sachez qu'un des bassins qui accueille les coureurs avant le départ s'appelle le bassin Paul Vatine, pour ne pas oublier. Heureusement, la plupart du temps, tout le monde rentre, mais c'est parfois limite quand les conditions sont violentes. Par exemple, en 2005, 10 bateaux ont cassé et donc abandonné. Imaginez-vous, au milieu de l'océan, le matos en vrac, à devoir espérer qu'un concurrent, un cargo ou un miracle ne soit pas trop loin. Cette année, ils devaient être 100 et ils seront malheureusement 99 parce que quand ça casse pas en mer, ça casse malheureusement à terre. Son IMOCA 60 a fait une chute de 5 mètres de haut. Nicolas Rouget a vu son rêve littéralement s'effondrer cet été, son IMOCA a chaviré au chantier. Cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran parce que vous allez découvrir la route du Rhum et ses anecdotes complètement folles, comme la fois où Francis Joyon a scié son bateau pour qu'il soit homologué pour la course.